trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 11. Épisode 11. Je suis mêlé dans mes épisodes. Simon Snake Boisvert, bonjour. Salut, Mathias. Monsieur Pierre-Alexandre Girard, bonjour. Bonjour messieurs, ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Et toi? Ça va super bien. J'aimerais vous dire qu'on tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. On arrive Écoute, on enregistre le lundi, fait qu'on arrive d'un segment quand même endiablé, c'est le fun. Avec, Ouais. Alors Pierre va venir pour une de nos émissions spéciales sous peu. En fait, non, c'était pas en ondes, c'était hors d'ondes. Je me rappelle pas. En tout cas, l'événement. Ouais. Fait que ça va être très, très intéressant. Pouvoir parler de sa gestion des actifs à ces années à Ottawa. Peut-être un petit peu avec le Canadien, quoique ça remontait plus loin. Mais non. Ben, c'est intéressant d'avoir le point de vue général, nécessairement pas toujours tomber dans les joueurs comme tels, mais sur la gestion. Moi, j'ai plusieurs questions pour lui d'ailleurs, sur le repêchage, sur beaucoup de certains éléments de procédure, pourquoi tu choisis un gars tel ronde et pas tel ronde. Fait que c'est pas tellement l'idée de savoir qu'est-ce qu'il pensait de tel joueur, mais plus savoir comment ça se passe. Ouais. Moi, je sais qu'il y a quand même plusieurs gestionnaires qui regardent ou qui écoutent le balado. Ouais. Lui, je ne savais pas. Fait que j'ai été quand même amusé de savoir qu'il te connaît. Mais il écoute depuis bien plus longtemps que le balado, que ses amis regardent le balado. Fait qu'on salue tous les amis de Pierre Dorion et Pierre en passant. Simon, évidemment qu'au moment où le balado va être disponible, mardi matin, le Canadien va avoir affronté les Oilers. Par contre, samedi, il jouait contre les Blue Jackets de Columbus. Alors, ces deux, en ce moment, on peut dire qu'ils sont jeunes, mais c'est deux jeunes cancres dans la Ligue nationale, puisqu'ils sont... C'est une des 5 équipes en reconstruction officielle depuis à peu près 3 ans. Oui, et j'ai profité de l'occasion pour te faire un petit devoir. Et évidemment, un match, ça veut rien dire, évidemment. Mais profitons de cette rencontre-là. Pas des résultats de la rencontre, mais profitons-en pour essayer de voir où ces deux équipes-là en sont par rapport à la reconstruction, une comparativement à l'autre. Oui. La dernière fois que les Jackets ont fait les séries, c'était en 2020. Puis encore là, ils avaient terminé 9e au classement de la conférence, mais on avait permis aux équipes, c'était l'année COVID, là, où on avait permis aux équipes dans la bulle de faire des séries, même si elles n'avaient pas terminé dans le top 8. Puis ils avaient gagné la première ronde, mais ils avaient été éliminés ensuite en 8e de finale. Donc, ça fait quand même longtemps. C'est pas l'année qu'on ne t'aime pas. C'est l'année d'après. C'est l'année d'après, c'est ça. Alors, à ce moment-là, le directeur gérant, Jarmo Kekalainen, qui a été là de 2013 à 2024, 11 ans, il a quand même eu le temps de bâtir une équipe. Puis, vers l'an 2021, ou en l'an 2021, pour être plus précis, il a décidé que là, il est un petit peu fatigué là, du milieu de peloton, des bonnes années, des moins bonnes années, et il a décidé de reconstruire en échangeant Seth Jones. Ça a été après son fameux coup de dé avec Bobrovski, Panarin et Duchesne qui là, il a joué qui est tout double. Là. Ouais. Ça n'a pas fonctionné, fait que là, il a décidé de reconstruire après ça. Mais surtout que la banque d'espoir comportait à ce moment-là Yegor Chinakov, Kirill Marchenko puis Daniil Tarasov, le gardien de but. C'est tout ce qu'il y avait. Deux bons joueurs quand même, là, Chinakov, Marchenko, mais c'est tout ce qu'il y avait. Alors là, il a accumulé les premiers choix, en plus du sien, et il est allé chercher au 5e rang Ken Johnson, Cole Sillinger au 12e rang et au 25e rang Carson Coleman. Et là, je t'ai quand même interrompu quand tu allais parler de Seth Jones, qui est quand même une grosse pièce qui est partie à Chicago. Oui, bien lui, il s'est dit, on va aller chercher un premier choix, qui était Sillinger, le 12e au total. Et il est allé chercher Adam Boqvist, le défenseur. Ça n'a pas marché à Columbus, mais c'était quand même un bon petit défenseur offensif à l'époque. Cole Sillinger, contre toute attente, devient le 2e joueur de l'histoire du hockey à faire la Ligue nationale à 18 ans, directement de la USHL. Ouais. Directement. Juste Jack Hughes qui l'avait fait avant. Et Sillinger, encore là, toute attente, est bon. Et là, on se dit comment
gars comme ça a pu être repêché 12e. Bon. Puis après ça, l'année d'après, ça a beaucoup moins bien été. Et on l'a envoyé au mineur. Et là, Sillinger est revenu. Il est correct. Ça va bien. Ça va bien. Hein? Ça va bien. T'as pas des grands espoirs pour lui? Je pense qu'il est ce qu'il est. Bon. Il y a eu un autre choix de premier tour, hein, en plus de ça, je pense. Carson Coleman, qui est encore à Cleveland, et moi, c'est le gars que j'aimais bien, je l'avoue. Fait que ce qui reste, dans le fond, c'est Sillinger. Et de cet échange-là? Ouais. Oui, et Ken Johnson qui sont repêchés 5e. Mais avec leur choix. C'est-tu avec le choix? Non, ben, de l'échange de Seth Jones. Oui, il reste Sillinger. Nous ça? OK. Voilà. Et puis Johnson, lui aussi, ça a été un denti. Là, il avait bien commencé l'année, il était blessé. Mais Johnson, je ne sais pas si je le trouve frêle un peu. C'est un autre que je trouve extrêmement talentueux dans les rangs américains, dans les rangs juniors. Mais je le trouve frêle un peu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner à long terme. Mais en tout cas, c'est parti là, pour être un gros point d'interrogation. Tout comme le premier choix de 2022, David Erichek. Repêché numéro 6. Tu sais, 5 matchs seulement cette année. On le laisse dans les estrades. L'année passée, on l'a renvoyé au mineur. Erichek, c'est le genre de joueur que, quand on le voyait jouer, ça, c'était le genre de gars que tu peux t'imaginer qu'il avait un plafond très peu élevé, mais un plancher relativement élevé. Donc, ce que tu voyais à 18-19 ans, c'est pas mal ce à quoi tu peux t'attendre, mais là, on peut dire qu'il est quand même à l'étape du décevant. Tu sais, 2022... Il devrait être un top 4, là. 2022, quand tu y penses, là, tu sais, t'as Slav, t'as Coley. Je sais que ça fait juste 3 ans, mais tu sais, Shane Wright, en ce moment, c'est un désastre. Il n'y a pas grand-chose. C'est Simon Nemeth qui a régressé. Mais pour Columbus, tu sais, juste revenir un peu à Kekalainen, là, parce que je sais que tu n'es pas rendu à Fantilli. Je ne sais pas si tu veux parler de Fantilli avant de parler des montagnes russes, de la reconstruction de Kekalainen. J'étais sur le repêchage 2022, puis je pense que le meilleur espoir parmi tous ceux qu'on a nommés à date, c'est le 12e choix de 2022. C'est Dante Matichak, qui a en ce moment 14 points en 14 matchs dans la Ligue américaine. Et d'après moi, c'est le défenseur d'avenir des Jackets. Mais, puis Fantilli? Bon, Fantilli... Bon, lui, il donne un peu du poids à mon argument souvent trompeur et erroné du fameux late. C'est-à-dire le gars qui a 1 an de plus que les autres et qui performe mieux un peu en raison de ça et qui est repêché très haut. Écoute, j'avoue, je l'avais dans le top 4 moi aussi. Alors, tu sais, je veux dire, je suis pas différent de personne là-dessus. Puis tu penses que c'est plus un top 4? En ce moment, non. Mais je peux pas prendre, moi, le repêchage de 2023 puis déjà le refaire après 1 an et demi. OK, alors on va attendre un petit peu. Est-ce que c'est le contexte dans lequel il évolue? Est-ce que c'est Fantilli qui n'est pas si bon que ça? On ne le sait pas encore, mais c'est sûr que c'est pas un départ canon. Mais si tu regardes, de l'autre côté, Cutter Gauthier à Anaheim non plus n'a pas un départ 2022. canon. 2022, c'est ça. Mais tu sais, Léo Carlson, il est bon, mais c'est pas un joueur étoile encore. Fait qu'on va attendre un petit peu dans ce cas-ci. Explique-moi, là. Puis en fait, tu ne pourras pas me l'expliquer. Tu es en reconstruction. Tu repêches Jiricek 6. Tu repêches Fantilli. Et là, tu donnes un choix de première pour Provorov. Tu donnes un contrat à Severson de 6 millions par année. Un défenseur de soutien. Tu reconstruis ou qu'est-ce qui se passe, là? C'est ça qui a un petit peu causé la perte de Kekalainen. C'est que il a monté un plan, puis au bout d'1 an, il a abandonné le plan. Et sans compter, même si c'est un contexte différent, puis là, c'est sûr que ça a nuit aux Jackets, la signature de Johnny Gaudreau, qui était quand même plus âgé, il a coûté très cher, il a bien joué. Bon, là, écoute, mais il n'y a pas de plan. Personne ne peut prévoir. Il n'y a pas de plan. Personne dans son plan peut prévoir qu'un joueur étoile va décéder. Là. Mais le point, c'est que déjà, on prenait des raccourcis. Mais c'est comme si tu reconstruis et là, tu veux gagner. Tu reconstruis, tu veux gagner. Ça a été les montagnes russes avec... Puis ça marche pas parce qu'ils sont toujours dans le top 5 de repêchage. Penses-tu qu'ils vont être bons? Parle-moi pas de McKenna, là. Bon.
là, non, c'est sûr que tout peut changer en 2026 avec le repêchage de McKenna, Landon Dupont. Là, on est le 18 novembre 2024. Ouais. Bon. Ils s'en vont où? Ils s'en vont où? Moi, pour le moment, de la façon dont je vois ça, ils s'en vont dans le milieu de peloton. Si je regarde un peu, là, tu vois, dans les joueurs, il y a un joueur de 20 ans, Fantilli, Irichek, Sillinger en 21, Johnson à 22, Chinakov 23. À 24 ans, ensuite, on a Voronkov, Marchenko et Jordan Harris, si on peut le nommer. Et dans les vétérans, là, il y a Werenski, Provorov, Severson, Sean Monahan, qu'on a signé pour 5 ans, et Boone Jenner qui est blessé. Ouais. Dans les buts, Merzlikins, Tarasov, comme ci, comme ça. Tu sais, Severson, c'est l'exemple typique d'un raccourci, là. Ouais. Ça donne quoi d'aller signer un gars comme ça? Je sais, t'as besoin de vétérans. Oui, mais là c'est un gros contrat, là. On va voir ce que Don Waddell va faire. Et ils n'ont pas de choix de deuxième ronde en 2025 et 2026. Ouais. Fait que là, déjà, tu dis comment tu rafistoles ça, comment tu peux amener ça. D'après moi, et on rappelle que Dylan Lindstrom en 2024, déjà, il est blessé. Ouais, et pour moi, ce gars-là, c'est un gros point d'interrogation. Je comprends pas que les Jackets aient laissé passer Ivan Demidov. Et au 36e, on repêche Charlie Elick, un défenseur, mais strictement défensif. Ouais. On en a parlé souvent de cette stratégie-là. Alors moi, Columbus, personnellement, à leur apogée, si le repêchage de 2026-27 ne change pas, la donne, pour moi, c'est un club de milieu de peloton. Bon. Ouais. Alors, c'est ça. C'est ça mon évaluation. Dans les 5 reconstructions en cours, Chicago, Anaheim, San Jose, Montréal, Columbus, c'est celle que j'aime le moins. Et je dois dire que c'est celle, pas juste que j'aime le moins, c'est celle, je l'aime pas. Bon, t'as le droit. Fait que désolé pour les quelques fans des Jackets à Montréal. Là. Il y en a certainement, mais c'est ça. Maintenant, j'ai lu ton article lundi dans la presse où tu parles du fait que le Canadien, contrairement à ce que certains peuvent penser, n'est pas en reconstruction depuis 30 ans. T'as-tu aimé ça? Toi qui parles de reconstruction depuis si longtemps. Écoute, quand j'ai commencé à écrire sur ton blog, moi, en 2009, l'affaire qui m'irritait du Canadien, c'est que jamais, on voulait entrer en reconstruction. Ouais. Alors, pour moi, il n'y en a jamais eu de reconstruction. Marc Bergevin est arrivé en 2012, il donnait l'impression qu'il était pour en faire une, finalement. Il n'en a pas fait. Ouais. Et c'est la première fois, vraiment, quand Kent Hughes et Jeff Gorton sont arrivés, qu'on est en reconstruction. Et tu parles justement dans l'article là, de Bob Gainey en 2008. Oui, bien puis je me rappelle sur le blog, déjà, tu t'en parlais. Mm-hmm. Pour moi, de 2008, là, et je suis certain que tu vas sauter à pieds joints et à main jointe là-dessus. Oui. C'est la dernière année de contrat de Kovalev, de Koivu. Pour toi, à une époque où les reconstructions, c'était pas encore tant dans l'air du temps. Il y avait Pittsburgh qui le faisait. Ouais. FX est encore en culotte courte à cette époque-là. Oui. FX, je sais pas. Moi. Ah, attends, coupe. Je viens juste trop habitué. Ouais. À cette époque-là, écoute, Pag est encore en culotte courte. Fait que 2008, t'aurais fait quoi? Je suis juste curieux, puis après avoir écrit l'article, j'étais juste curieux de savoir, on est en 2008. Oui. T'es DG. Tu fais quoi? Puis là, 2008, j'essaie tout le temps de nous situer par rapport à nos auditeurs. Parce que je sais qu'on en a dans la vingtaine. On en a comme Pag, qui est vraiment notre modèle, là. En 2008, j'étais au cégep. J'étais en culotte courte au cégep. OK. Alors, quand même, hein, tu étais conscient de ce qui se passait chez le Canadien. Oui, vraiment. À 38 ans, puis à tous ceux qui sont 40 ans et plus, qu'on a pas mal. 2008, tu fais quoi, toi? Bon. Parce que là, tu as un noyau quand même pas pire. Veux-tu que je les nomme ou tu vas les nommer? J'ai l'alignement devant moi. Vas-y. Tu sais, on avait Kovalev, Plekanec, Mark Streit, Andriy Markov, Saku Koivu, Andriy Kostitsyn, Chris Higgins, Michael Ryder, Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre, etc. Mike Comisaret. Mais dans les jeunes, t'as repêché Price, t'as Subban, t'as McDonough. Qui venait d'être repêché. T'as McDonough, t'as Pacioretty, fait que t'as quand même une base pas pire. T'avais un attaquant, un défenseur puis un gardien de but de premier plan. Bon. Et là, on se retrouve en 2008 où le Canadien avait l'occasion idéale. Ils avaient connu une très bonne saison sous Guy Carbonneau. Ouais. Kovalev avait connu la saison de sa carrière. Alors, le Canadien avait l'occasion de profiter de ça pendant qu'ils avaient des jeunes joueurs qui frappaient à la porte et de dire, bon, on va sacrifier peut-être une année ou deux. Et là, en attendant que ces jeunes-là soient prêts, on va échanger nos vétérans productifs, on va aller chercher les premiers choix et on va bâtir autour de Price, Subban, Pacioretty. Je vais faire une parenthèse quand même pour expliquer le contexte
historique, parce qu'on parle du contexte historique. On arrive dans les célébrations du centenaire, 2009-2010. Alors, c'est impensable pour la direction, d'autant plus que les reconstructions ne sont pas en vogue à cette époque-là, de caler, puis d'arriver, puis d'avoir une année de misère, puis finir dernier, l'année du centenaire. Fait qu'on est victime un peu des événements, mais pour s'amuser quand même, j'ai demandé à Snake de voir ce qu'il ferait. Ben, c'est ça. C'est que moi, à la base, Kovalev et Koivu, qui étaient à 1 an de l'autonomie, qui avaient encore une très bonne valeur, je les aurais échangés. Ça, c'est garanti selon le marché de l'époque. Ça aurait donné au moins un premier choix et un espoir. Bon. Chacun. Ensuite, là, c'est plus délicat parce qu'il avait juste 28-29 ans. C'est Andriy Markov. Andriy Markov, c'était le général. C'était un des 5-10 meilleurs défenseurs de la Ligue. Je sais que c'est délicat à faire ça. Mais Andriy Markov aurait pu rapporter un pont d'or à l'époque. Et là, ça aurait ajouté au choix obtenu pour Kovalev et Koivu, à Price, Subban, Pacioretty. Et là, tu commences à avoir une jolie bête banque d'espoir. Même chose pour un gars comme Plekanec, qui aurait pu rapporter beaucoup. Ouais, mais lui était plus jeune. Il était un petit peu plus jeune. Alors lui, tu pouvais le garder. Bon, lui, tu pouvais le garder. Mais à ce moment-là, le problème, c'est que tu t'apprêtais à perdre ces deux gars-là pour rien, Koivu, Kovalev. On décide de les garder. Là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que à l'été 2008, on échange le premier choix, qui était un 26e, en retour d'Alex Tanguay. Alex Tanguay, qui n'était pas vieux, qui avait eu des bonnes années au Colorado, mais ça n'a pas marché à Montréal. Et tu donnes un choix de 2 aussi. Et tu donnes un choix de 2 aussi. Alors là, le repêchage 2008 a été complètement détruit à cause de ça. Et autre parenthèse, quand même, tu sais, Trevor Timmins m'avait dit, on repêchait John Carlson au 26e rang, il était 10 sur ma liste. Évidemment, on ne saura pas. Non. On se fie à sa parole, mais disons qu'hypothétiquement, tu reconstruis, tu ajoutes un John Carlson à McDonough, Subban, Price et compagnie. Là, tu es en train de bâtir quelque chose de solide. Mettons que c'est hypothétique, mais au moins, tu avais ton 26e choix. Bon. Ensuite, là, tu te retrouves en 2009 et là, tu approches de l'année du centenaire parce que le centenaire avait lieu le 4 décembre 2009. Et là, tu perds Koivu, Kovalev. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, écoute, on peut pas avoir une mauvaise année, c'est le centenaire. Alors, Bob Gainey échange Ryan McDonough pour Scott Gomez et il signe pour 5 ans Brian Gionta et Mike Camilleri, de bons joueurs, mais sans plus. Mais attends, là, McDonough, ça n'a pas fait les manchettes. Là. Non. Ça a fait les sous-titres. Oui. Parce qu'à ce moment-là, les gens le connaissaient peu. Et Scott Gomez était un joueur établi. Et même s'il avait été repêché 12e, les gens le perdaient de vue au Wisconsin, où c'était pas un gros producteur offensif. C'était quasiment un... Puis ce qui est ironique à l'époque, c'est que Glenn Sater voulait se débarrasser. C'est Glenn Sater qui aurait dû donner un premier choix à Bob Gainey. Non, qui aurait dû donner un espoir. Ou un espoir ou un a premier donné choix. McDonough en plus. Oui, mais à cette époque-là, Bob Gainey, il pensait pas comme ça. Tu sais, l'idée de donner un joueur pour se débarrasser d'un contrat, c'était au début du plafond salarial. Il y a beaucoup de directeurs gérants qui pensaient pas à demander quelque chose en retour. Là, c'est monnaie courante. Ken Hughes l'a fait, tout le monde l'a fait. La seule fois que ça s'était passé, au début du plafond salarial, c'est lorsque... Lamoriello avait donné un choix de première ronde aux Sharks de San Jose pour se débarrasser du contrat de Vladimir Malarov. Bob Gainey aurait dû s'inspirer de ça et dire, t'en veux plus Gomez, Sater? Donne-moi un premier choix ou donne-moi un espoir. Ben non, lui... Ou à la limite, donne-moi Gomez. Bob Gainey, lui, fonctionnait comme pré-plafond salarial, pré tout ce que tu voudras, et le prix historique. Et là, lui, il s'est dit, Scott Gomez, joueur établi, Ryan McDonough, espoir de deuxième plan, qu'il ne connaissait pas d'ailleurs, qu'il l'avait dit. Et, OK, prends-les. Puis il n'y avait pas une rumeur comme quoi il avait donné le choix même aux Rangers. Il y avait comme 3 espoirs à ce moment-là, puis les Rangers ont Non, choisi. ça, c'est dans l'échange de balais. Ça, c'est autre chose. Donc, Kovalev. Fait qu'à ce moment-là, là, 2009-2010, le Canadien fait le carré d'as. Bravo. Printemps à Lac. Mais c'est le printemps à Lac. Donc, ça a été finalement une illusion. Mais les joueurs ont et 2 ans plus tard, le Canadien se retrouvait 28e au classement général. Gionta et compagnie n'ont pas été vilains dans ces séries-là. Ils ont quand même produit, mais c'était un succès artificiel. Oui. T'sais, éphémère. Oui, tout ce que tu... Écoute, 2 ans plus tard, ils étaient à la queue. Alors, ça nous rappelle un peu le succès de 2021, que 8-10 mois plus tard, le Canadien est à la queue. Mais ce qui est drôle, c'est que, tu vois, quand Marc Bergevin est arrivé,
mais ce noyau-là de Price, Subban qui restait et Pacioretty, Ouais. ben, arrivait à leur apogée. Gallagher et Galchenyuk s'en venaient. Ouais. Fait qu'on a profité, puis on a quand même eu 4 saisons sur 5 de 100 mais vois-tu, points. Mathias, Ouais. si Bergevin, à ce moment-là, alors qu'il était en reconstruction, quand même, il avait fini 28e. Ouais. Si il avait profité de ce moment-là pour échanger Markov, 32 ans, et Plekanec, 29 ans, il aurait pu encore à rapporter encore plus. Mais il là pensait où je court vais être en terme. désaccord, Il pensait oui, court mais terme. là où je vais être en désaccord avec toi, par contre, c'est qu'à ce moment-là, tu as quand même 4 saisons sur 5 de 100 points et plus. Tu as un deuxième rang au classement général, puis tu passes à un cheveu de la finale de la Coupe Stanley en 2014 avec un groupe quand même encore jeune. Fait que là, à un moment donné aussi, il faut penser, gars, tu l'as le noyau. Là, on est arrivé en 2020. Oui, mais moi, je te disais à l'époque que ce n'est pas un noyau suffisant pour que ça soit durable et que le Canadien puisse gagner la Coupe Ben, ils ont Stanley. fait un corridor en 2014, puis avec ce noyau-là, en fin de route, avec un Weber qui a été obtenu pour Subban et Price qui était usé, ben, tu t'es quand même rendu en finale de la Coupe Stanley. Non, mais là, c'est 10 ans. Là. Sur une période de 10 ans, là, quel Mais bonheur les ce que fans... je veux dire, Quel bonheur les fans du Canadien ont vraiment ce que eu je veux sous Marc dire, Bergevin, ce que là. je veux dire, c'est qu'avec ces gars-là, là, les Price, les Subban, les Pacioretty et compagnie, si en 2008 et 2009, il n'y avait pas eu le centenaire et tu les appuies en rentrant encore plus de C'est ce jeunes, que je disais. ben, ces années-là de 2012, Aurait ce pu être règne-là meilleur. aurait pu Ben, être oui, puis plus bien- durable. Oui, Plus durable. mais Bergevin, lui, est arrivé avec un noyau à son apogée, fait qu'il s'est dit, on va... Et ça n'a pas été mauvais. Alors, tu sais, on regarde ce que le Canadien fait en ce moment. C'est un peu ce que Gainé aurait dû faire à l'époque. Oui. Tu sais, tu l'as, là. T'as Suzuki, t'as Slav, t'as Caulfield, t'as Hudson, et là, t'as Reinbacker qui s'en vient, t'as Demidov qui s'en vient. Tu vas probablement avoir un autre choix qui s'en vient. Ouais. T'as Age. C'est ce qu'on fait. On se dit pas, hey, là, ça n'a pas de bon. Tu sais, imagine si le centenaire était là. Là, on aurait pacté l'équipe. Puis ça n'aurait pas donné de résultats. Fait que je sais De signatures niaiseuses juste pour finir au milieu de peloton. Fait que je sais que c'est long. Puis en 2008-2009, on aurait trouvé ça long. Ah oui. On aurait crié au scandale. Ben moi, Mathias, quand j'avais commencé à écrire sur ton blog en 2009, puis que j'avais dit que le Canadien devrait reconstruire, écoute, si ça avait été possible, les intervenants m'auraient chassé avec du goudron et des plumes. Ah, je pense que oui. Ah oui. Ouais. Puis Ben oui. des plumes de bon marché. là. Ah oui, oui, oui. Mais les gars, vous seriez-vous, là, parce que là, on s'écoute parler un petit peu, ben, je vous écoute parler, puis Oui, hein? Oui. puis là, il y a un gros débat dans ma tête, Dans ta tête? parce que, admettons, si on revient dans les années qu'on vient de vivre, OK? Ouais. Ensemble, on vient de revivre 2021, on est passé super proche. Ouais. L'année du 2014, la blessure à Price, après ça, il y a eu le printemps à Lac, ça a quand même passé proche, après tout ce qu'on avait traversé, les Pittsburgh, le Washington, bref, c'est quand même des maudits beaux souvenirs pour, genre, toujours, là, c'est indélébile, mais tout ça pour dire, est-ce que ça vaut la peine d'être all-in pour une saison pour gagner la coupe, genre à la Blues, ou pour vous, c'est comme, c'est sine qua non, on bouge jamais du plan, et c'est absolument certain qu'on reste bon pour plusieurs années. Veux-tu avoir du fun un printemps puis rager pendant 2-3 Oui, mais ans? d'un autre côté, tu t'as dit que le Canadien s'est enchaîné des saisons à 100 points et plus. Comme Parce que ça à vaut. plusieurs reprises. Oui, mais il aurait été encore meilleur si on avait vraiment fait une vraie reconstruction, puis il aurait été bon longtemps, comme Chicago et Pittsburgh l'ont été. Écoute, il n'y a aucune garantie L'ont été. dans rien de ce que tu fais. Que tu fasses du rapiessage, que tu tankes au coton puis que tu rebâtisses pendant 10 ans, il n'y aura aucune stratégie qui va te garantir la Coupe Stanley. Mais il y a une chose qui est sûre, par exemple. Si tu essaies pas quelque chose dans une ligue à 32 équipes, c'est sûr que tu ne gagneras pas. Puis, on va se le dire, en 2010, si t'as pas d'Alac, Ah ouais. il n'y a pas de printemps à Lac. Non. Qui s'attendait à ça, là? Ouais, Au début des séries 2010, là, avoir dit aux partisans, vous allez avoir une demi-finale de la Coupe Stanley cette année. Même les plus grands fans auraient dit de quoi tu parles. Puis là, avec Gomez, Ouais. Plekanec, Cammalleri et compagnie, est-ce que tu te dis que cette équipe-là va gagner, est aspirant à la Coupe pour 5 ans? Non. Mais non. 2 ans plus tard, il était à queue. Voilà. C'est ça. C'est vraiment difficile. Mais là, est-ce De que le savoir débat fait moins rage dans ta tête, là, ou non? Oui, puis non, tu sais, dans le sens,
c'est comme on en parle depuis 2 ans presque maintenant en processus. Tu sais, mettons Edmonton, là, le nombre de temps que ça leur a pris avant de devenir bon. Ouais. Tu sais, eux autres, ils ont continuellement été dans les bas-fonds. Puis là, ils vont commencer à ajouter justement parce qu'ils ont enfin tous les bons éléments pour se rendre loin. Mais ce que je veux dire, c'est que le processus a été extraordinairement long. Mais qu'est-ce que t'aimes mieux, Mais toi, ils ont fait Pag? bien des erreurs aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas le processus d'Edmonton qui a été mauvais, c'est l'exécution. Ouais. 1. 2, toi, Pag, est-ce que t'aimes mieux avoir ta petite série 8e de finale de temps en temps pour triper 10 jours au mois d'avril, ou à un moment donné, t'aimerais ça arriver une séquence peut-être de 6, 7, 8 ans où tu ouvres ton Hockey News au mois de septembre puis c'est marqué parmi les favoris à la Coupe Stanley, le Canadien. Non, Une c'est affaire, moi, que j'ai pas vue, honnêtement, depuis 1980. Même s'ils en ont gagné 2. Je te parle là, des favoris au mois d'octobre, là. OK, peut-être en 89 avec Pat Burns, quand ils sont rendus en finale. Ouais, peut-être. Une fois. Ouais. T'as-tu hâte de voir ça ou simplement, les Canadiens, on verra, ils vont peut-être faire les séries, ils vont peut-être pas parce les que, faire. T'sais. oui, mais c'est parce qu'il y a, mettons, il y a la philosophie genre la Floride, puis là, il y a l'OVNI, mettons, des Golden Knights. Ouais, t'sais, ça, c'est un ovni, ça. Ouais, ça, c'est un petit peu. N'en parlons pas, je sais. Ouais. Mais mettons la Floride. Ouais. Ils ont échangé leurs joyaux à eux pour se bâtir une équipe, mais c'est juste... C'est difficile, je trouve, de se situer à savoir c'est quand le bon moment pour justement s'appuyer sur ses actifs. Puis... Ben, quand tes stars sont à maturité. Tu vois, Ouais, Barkov c'est ça. arrivait à maturité. Ouais. Ekblad, ça a eu un moins. Puis eux aussi, il y a eu des décisions géniales. Autant eux ont été géniaux. Edmonton a survécu avec McDavid et. Parce que c'est ce qui arrive habituellement dans ces belles reconstructions-là, celles qui sont réussies. Habituellement, l'année qui précède, tu vois que l'équipe là, est vraiment sur une lancée et va chercher, je ne sais pas, au moins 40 victoires. Puis là, tu vois ça. Puis tu dis, oh, Slavkovski, Caulfield, Michael Hage, boum, Demidov, boum. Là, tu regardes ça un peu. Là, tu dis, il y a eu 42 victoires cette année. Qu'est-ce qui manque? Là, l'été suivant, tu frappes. Ouais, c'est vrai. Comme les Blackhawks de Chicago ont fait en 2009, ils venaient d'atteindre le corridor avec Kane, Taves, Duncan Keith, Seabrook. Et là, durant l'été, ils ont dit, boum, Brian Campbell, Mariano Sa. Ils ont gagné. C'est dur de rester patient comme fan de Je sais. l'équipe. Ouais, oui, je sais. Tabarouette. Surtout à ton âge. Une que chance, t'as. vous êtes là. Non, mais à un moment donné, là, ça va. Tu sais, tu vas voir. Imagine Suzuki à 28 ans, là. C'est encore très jeune, là. Puis là, tu vas avoir Demidov avec une coupe de saison. Tu vas voir Slav après 5 ans. Tu vas voir Caulfield à 25 ans. Hudson à 23. Ryan Backer en espérant qu'il soit en santé. Le premier choix de... Fowler va peut-être être... C'est que là, tu commences vraiment... Là, c'est pas de rêver à des Nathan Beaulieu, puis à des McCarron, puis ça, à là. compagnie, là. Ouais. Là, tu as vraiment du talent de... Est-ce qu'ils vont tous devenir des Premium. étoiles? Non, ça n'existe pas pour personne. Ni pour Columbus, ni pour San Jose, ni pour Chicago, ni pour Canadiens. Non. Mais plus t'en as, plus t'as de chance d'avoir un noyau, j'appelle tout le temps le noyau de 10 joueurs d'impact, là. Ben, plus t'en as dans ton pipeline, plus t'as de chance de te rapprocher de ces 10 joueurs-là. Et là, si tu dis, ben là, j'en ai 8. Boum! Là, tu vas chercher par transaction, par agent libre, tu vas combler ton manque à gagner avec 2. Mais si t'en as 3, aller chercher 7 agents libres, premièrement, ça coûte cher, puis ça rapporte pas en général, les agents libres. Puis des échanges, ben t'hypothèques ton avenir. Tu sais, c'est... En tout cas, à un moment donné, là, honnêtement, là, quand ça sera le temps, là, on va t'appeler puis on va accaler la shot. Mais en fait, on va être ici, puis on va la caler. C'est ça. On va dire, là, c'est le temps. Ben, en fait, là, on va remplacer Snake, parce que là, il sera plus intéressé à la reconstruction. On va travailler avec Pierre Dorion. Ah, la reconstruction des Pingouins, peut-être, dans quelques années. Trust the process. Trust the process. Bon, ben Simon, écoute, il faut que quand même je te donne un peu de liberté dans ce balado. Ben, je la prendrai sinon. Puis là, je t'ai lâché lousse avec une idée que t'avais, puis que je pense que t'avais vraiment cette volonté-là de l'exprimer. Fait que je te laisse aller à toi-même. Oui, tu sais, quand on prépare des listes de repêchage, on se pose toujours la question, est-ce qu'on y va avec ce que le joueur va devenir dans 5, 6, 7 ans, ou est-ce que le joueur, qu'est-ce qu'il vaut en ce moment? Comment tu établis ta liste? Les équipes de la Ligue nationale vont souvent te dire qu'elles font leur projection en fonction de 5 ans. Mais il y a des fois des repêchages qui portent à croire
que malgré cette volonté-là, les équipes repêchent en fonction de ce que le joueur vaut au moment présent à l'âge de 18-19 ans. Et là, je pense qu'il y a un espoir qui t'a inspiré Oui. ce sujet-là. Hein? Ben, je regardais les Golden Knights l'autre soir, puis je regardais Alexander Holtz, repêché 7e par les Devils du New Jersey il n'y a pas longtemps, en 2020, qui a été échangé aux Golden Knights. Puis, Holtz, c'est pas mauvais, mais on voit qu'il a vraiment il a probablement atteint son plafond. Tu sais, ça ne sera pas un gars de 30 buts comme on pensait que ça pouvait être. Puis je me suis dit, pourquoi ce gars-là est sorti 7e? Bon. Alors là, je suis allé dans les repêchages à peu près en 2012 et 2020-2021, une dizaine de repêchages, et j'ai étudié le top 10. Puis là, j'ai vu, particulièrement entre 5 et 10, c'est un espace, c'est une parenthèse qui est très, très dangereuse au repêchage. 5 et 10. Entre 5 et 10. Il y a 1 et 4, je vais revenir aussi là-dessus, mais pour mon argumentation, c'est plus 5 et 10. Là, je vais te nommer des joueurs qui ont été choisis entre 5 et 10. OK. Alex Turcotte, Valérie Podkolzin, Jamie Drysdale, Alexander Holtz, Jack Quinn, Philippe Zadina, Vitaly Kravtsov, Cody Glass, Lias Anderson, Alex Nylander, Tyson Jost, Jake Virtanen, Michael Dalcol, Hayden Fleury, Derek Pouliot, Slater Koekkoek. T'étais-tu obligé de mettre Michael Dalcol dans la liste? Oui, parce qu'il a été repêché 5e. Même si je l'aimais bien. Mais lui, tu n'as pas fait de projection avec lui, là. Ah oui, j'en ai fait toute une. Mais moi, je te parle Eux, de... ils ont peut-être fait une projection aussi. Non, là. mais moi, je te dis... Moi, je te dis, là... Qu'est-ce que tu veux dire, là? Bon, si tu me laisses finir, je vais t'expliquer. Vas-y. C'est que la majorité de ces gars-là, si c'est pas tous, étaient très productifs alors qu'ils étaient à leur année de repêchage. Mais je doute qu'on ait fait nécessairement une projection sur ce qu'ils pouvaient devenir dans la LNH. Exemple, Vitaly Kravtsov, je le prends comme ça au hasard sur la liste. Série de la KHL, il est éblouissant. Les Rangers le choisissent 9e. Ouais. Mais Vitaly Kravtsov, si tu regardais l'ensemble de l'œuvre, c'était pas un gars qui inspirait grand-chose. Cody Glass, un gars de presque 100 points dans la Ligue de l'Ouest. Cody Glass, c'était un gars qui n'avait pas une grosse vitesse d'exécution. Et c'était quelque chose, jeu de pied, tout, l'agilité, il l'avait pas. Et là, tu te dis, ben là, pourquoi ce gars-là, il choisit 6e? Il choisit 6e parce qu'il a fait presque 100 points dans le junior. Ouais. Lias Anderson, même chose, très productif en Suède. Mais Lias Anderson, il était limité offensivement. Là, vois-tu, là, je t'en nomme d'autres. Jamie Drysdale, très productif dans la Ligue de l'Ouest. Mais on ne tenait pas compte que le gars était très frêle physiquement. Ouais. Alors, il n'y a pas eu de projection. Mais tu peux... Quand tu es frêle, justement, tu peux faire de la projection puis te dire tu vas être moins frêle un jour. Oui. Ça, c'est juste de me faire l'avocat de la défense. Alex Turcotte, très productif pour le programme américain. Mais Alex Turcotte avait un profil de joueur de 3e, 4e trio. Mais c'est que là, il faut que tu me fasses la différence entre... Parce qu'il y en a plein de productifs qui ont été bons. C'est quoi la différence entre ces joueurs productifs-là qui ont échoué puis les joueurs productifs qui ont été bons? C'est que les joueurs productifs qui ont réussi, ils étaient projetables comme bons dans la Ligue nationale. Okay. Les joueurs que je t'ai nommés en général avaient tous des grosses failles qui ont été ignorées à cause de la production présente. OK. Bon. Jack Quinn, 52 buts. Jack Quinn, il jouait avec Marco Rossi. Mais lui, ça a été une grosse année, là. Oui, c'est ça, une grosse année avec Marco Rossi dans le junior à Ottawa. Ouais. Marco Rossi avait eu 120 points. Ouais. Bon. Tu regardes un gars comme Tyson Jost, que j'adorais. Ouais. Tyson Jost, moi, ce que j'ai ignoré, c'est que le gars, ce qu'on appelle en anglais le foot speed, le jeu de pied, n'était pas là. Et c'était un gars qui, finalement, n'a pas été capable de suivre le rythme de la Ligue nationale. Là, il vient d'être appelé, il joue sur un 4e trio. Mais on parle vraiment pour devenir un joueur impact. Et moi, je l'ignorais parce que je me suis basé sur le fait que dans la BCHL, Tyson Jost, c'était éblouissant. Fait qu'on se fie trop à la production. Il faut le regarder. Parce qu'un joueur improductif ne sera pas repêché tôt. Ou rarement. C'est ça, oui. Alors là, c'est sûr qu'on ignore tous ceux qui l'ont été, les Nathan McKinnon, les McDavid, les Draisaitl. Oui, ils ont été bons, Sam Reinhart. Ouais. Mais moi, je t'en nomme des... Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup pour des gars choisis entre 5 et 10 parce que plus loin dans le repêchage, il y a des gars qui ont été meilleurs. Je vais prendre 2020, par exemple. Ouais. 6-7-8, Jamie Drysdale, Alexander Holtz, Jack Quinn. Tous des gars qui étaient très productifs à leur année de repêchage. Ouais. Bon. Mais on ignore, exemple,
Brock Faber, 45e au total, parce qu'il y avait eu 9 points en 19 matchs. Ouais. On ignore Will Kiley, qui joue pour les Rangers, très bon joueur de milieu d'alignement, parce qu'il y avait eu seulement 42 points dans la Ligue de l'Ontario. Il a été choisi 60e. Alors, faut oublier les points? Non, faut pas l'oublier. C'est juste que je pense qu'il faut uniquement repêcher en fonction de la projection. Si le gars fait des points en ce moment, tant mieux, mais les points peuvent également faire partie de la projection. Là, tu vas dire où c'est qu'il s'en va avec ça. C'est sûr qu'un gars qui fait 15 buts dans le junior, il n'en fera pas 40 dans la Ligue nationale. Ouais. OK? Mais il faut se méfier également des tournois. Un gars comme Podkolzin, lui, c'était dans les tournois qui se démarquait. Il donnait l'impression qu'il serait un super bon joueur, producteur de points à cause des tournois. Mais les tournois, c'est un petit échantillon. Yessi Puljujärvi au championnat junior. Yessi Puljujärvi, pendant l'année en Finlande, il était bien ordinaire. Il arrive au championnat junior, il est le meilleur joueur à 17 ans. Ouais. Il sort 4e. Kako aussi. Kako. J'en ai un autre ici qu'on a vu dernièrement. Matt Beniers, choisi 2e. Matt Beniers, là, c'est un bon joueur, mais on voit que ça ne sera pas un gars digne d'avoir été choisi 2e. Pourquoi il a été choisi 2e? Parce que son année de repêchage, c'était le, entre guillemets, 2e meilleur joueur dans le moment actuel. Ouais. Mais est-ce que c'était pour devenir le 2e meilleur joueur dans l'avenir? Bon. Mais puis là, je vais me faire l'avocat de la couronne ou de la défense, peu importe, tu choisiras. Slavkovski, c'était un gars qui a été très productif dans des tournois aussi. Oui. Mais il y avait une projection à faire avec ce gars-là, parce que dans la Liga, durant l'année, il fallait vraiment gratter pour trouver des aspects dans son jeu. Mais disons quelqu'un qui aime bien nous écouter, mais qui n'est pas maniaque. Là. Ouais. Il va se dire, c'est quoi donc la projection? Ouais. C'est quoi? Donc, tu projettes quoi en Slav que tu ne projettes pas en Kako? C'est quoi les éléments qui te permettent de projeter? Oui. Moi, je te dirais, faut que tu regardes des choses. L'opposition et la ligue dans laquelle le gars joue et comment il est utilisé. Bon. Faut que tu regardes également le style de jeu. Je trouve que la vitesse d'exécution, le jeu de pied, c'est des choses extrêmement importantes. C'est très rare que les gars qui n'ont pas ça vont réussir. Et là, je ne parle pas de lenteur de coup de patin. Je ne parle pas de Jason Robertson qui traînait son piano. Je ne parle pas de John Tavares. Je parle de joueurs dont la vitesse d'exécution et le jeu de pied sont déficients. Et ça, c'était le cas, justement, de Tyson Jones, de Michael Dalcole, des gars comme ça. Et ces gars-là, rarement... C'était quand même un patineur explosif, Jost. C'était un bon patineur en ligne droite, mais je trouvais qu'il manquait d'agilité. Je trouvais qu'il non. Mais t'as trouvé après que... Oui, j'ai trouvé après qu'il manquait d'agilité. Tu sais, à un moment donné, là, l'idée quand tu fais des prédictions sur des joueurs, c'est pas juste de te bomber le torse quand le gars réussit. Ouais. Tu sais, moi, Tim Stutz, là, je l'avais dans ma soupe, il a réussi, il joue très bien, il est un des meilleurs joueurs de la Ligue, mais moi, je m'arrête pas juste à ça. Je m'arrête à, OK, quand j'ai fait une mauvaise prédiction, qu'est-ce que j'ai manqué? Fait que toi, Logan Mailloux, c'est le jeu de pied et la vitesse d'exécution. Ben, moi, c'est tout simplement que dans sa zone, je le trouve endormi. Point. Okay. Et puis, un défenseur qui est endormi dans sa zone, pour moi, ça peut pas avoir une carrière très fructueuse dans la LNH. Yakemchuk, par exemple, que tu aimais beaucoup, qui était repêché à Ottawa, il n'y a pas un gros jeu de pied, mais tu l'avais très haut quand même. Ça fait partie de la projection. Oui. C'est sûr qu'il n'y a pas... Comment je te dirais? Il y a une base de départ que tu peux suivre, mais après ça, c'est sûr qu'il y a toujours le moyen de nuancer parce que des fois, il y a d'autres aspects du jeu du joueur qui sont tellement forts qui peuvent compenser pour les petits problèmes. Parce que lui, c'est un bon exemple de gars qui avait du succès là. Oui. Puis qui n'a pas un gros jeu de pied. En effet, t'as raison. T'as raison. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est qu'à un moment donné, puis lorsque tu classes les gars, faut que tu... C'est ça, c'est que souvent, les qualités, tu vas dire, bon, ben, les qualités sont 9 sur 10, puis les problèmes, c'est, mettons, 3 sur 10. Okay. Ben là, tu dis, OK, on va faire abstraction des défauts parce que les qualités sont tellement élevées. Mais dans d'autres cas, un gars comme Alexander Holtz, il n'était pas si extraordinaire que ça offensivement. Puis tu vois, Anton Lundell, il est devenu bon. Parce que lui, c'était un gars de projection. Tu trouvais qu'il n'y avait pas un gros plafond offensif. Moi, je ne l'aimais pas. Il n'y avait pas un plafond offensif. Mais vois-tu, l'équipe qui l'a choisi, 12e, je crois, Floride, ont fait de la projection avec Lundell.
Fait que, est-ce que tu changes d'avis un peu sur Yakemchuk ou tu maintiens ta... Non. Non, je le maintiens. Je le maintiens. Il y a Kemchuk, il est gros, il a un super lancé, il fonce au filet. Moi, je maintiens que Kemchuk peut avoir une belle carrière. Il faut qu'il y ait une bonne vitesse d'exécution s'il n'y a pas le jeu de pied d'abord. Là. Sinon, ça contredit ce que tu viens de me dire. Non, il y a une bonne vitesse d'exécution. Il est juste pas extraordinaire, mais elle n'est pas mauvaise. Il n'y avait pas Kirby Dack qui n'avait pas des statistiques si reluisantes que ça dans le junior? Kirby Dack, Lui, on a projeté. lui, on a projeté. On le choisissait en troisième. Même moi, j'avais été surpris qu'on le choisisse troisième parce que moi, ma projection de Kirby Dack était plus comme top 10, là, 7-8 à peu près. Puis là, le repêchage de 2025 arrive plus vite qu'on pense. On va déjà être rendu là. Oui. Fait que là, c'est qui les pièges, là? Porter Martone. OK. Qui est rendu premier sur certaines listes. Oui, je parle de piège. Là, je me prononce pas le 18 novembre. Non. Il faut voir ce qui va arriver le reste de la saison. Mais Porter Martone est un gars qui, en ce moment, se retrouve premier sur certaines listes. Parce qu'en ce moment, il est grand, il est gros, il est fort et il compte. Est-ce que c'est ça son plafond? Autrement dit, est-ce que c'est un gars qui va arriver dans la LNH et que cet avantage-là, il va le perdre? C'est un late en plus, il est plus vieux que les autres. Est-ce que c'est un gars qui va arriver dans la LNH puis qui va perdre cet avantage-là et qui va simplement être un bon joueur? Ou va-t-il devenir un joueur étoile? Parce qu'en ce moment, les mains, la créativité, je la trouve pas élite. Alors, est-ce que tu repêches un gars premier qui n'a pas de créativité élite? Écoute, c'est là que tu vois qu'un repêchage, là, C'est tough. c'est subjectif aussi, là. Ouais. Parce que je suis quand même mêlé, là. Ouais. Parce que c'est le jeu de pied, c'est pas le jeu... Ouais. C'est tough, là. Ça dépend des années de repêchage, puis ça dépend qui est là. L'année de Slavkovski en 2022, il n'y avait pas de James Higgins. Il n'y avait pas de Matthew Schaefer. Il n'y avait pas de Connor Bedard. Ouais. Alors, c'est sûr que s'il y avait eu ces gars-là cette année-là, il y a des années où Slav serait sorti 5e. Fait que c'est pour ça que tous les recruteurs se trompent. Même les meilleurs. Ben oui. Et c'est aussi sûrement à dire qu'on considère plus l'intelligence au jeu, même parmi le niveau plus bas que le reste des habiletés. Non? Ben, il y a- c'est très important. Ouais. C'est ça. Mais je veux dire, on la surévalue, mais on la met sur un piédestal. Ben oui. Ouais. Ben oui. Écoute, laisse-moi mijoter tout ça. Je sais que ça a l'air confus, là, mais moi, je te dis juste qu'il y a une base de départ. Moi, ce que je voulais faire avec ça, c'était te montrer des exemples de flops Ouais. et ce que ces flops-là avaient en commun. Mais ça veut pas dire que tous ceux qui sont comme ça vont flopper. Non. Mais il y en a beaucoup. Mais tu vois, il y a un Québécois que t'aimais beaucoup, là, qui a compté 50 buts, là. Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'on l'a repêché plus tard? Monsieur Poirier. Oui. Justin Poirier. Oui. Justin Poirier, je pense qu'il a été repêché plus tard, principalement parce qu'il mesure 5 pieds 7. OK. C'est pas parce qu'on s'est dit qu'on a projeté puis on a dit que lui, c'est du succès immédiat. On a dû faire une projection entre guillemets négative de ce gars-là pour OK. qu'il sorte en 5e ronde. Moi, j'ai fait une projection positive. OK. Tu sais, mais comme tu t'ai dit, le succès et projection, souvent, succès actuel et projection, souvent vont de pair. Ouais. Moi, je répète, je t'ai donné des exemples de gars qui avaient eu du succès sur le moment et qui, normalement, n'auraient pas dû être repêchés aussi haut parce que les failles étaient trop présentes. Moi, je vais te dire quelque chose, là, puis je Ouais. pense que peu importe ta projection, Oui. peu importe ce que tu vois dans le moment, ce que tu projettes dans l'avenir, il y a trop d'impondérables aussi entre le moment où tu repêches le gars puis les 5, 6, 7 années suivantes, 7 années suivantes, Oui. parce que il est dans quel état d'esprit, il joue dans quelle équipe, il a une capacité d'apprendre. Il y a trop de facteurs qui entrent en jeu aussi, qui fait que tes projections, ils ont beau être bonnes, mais elles peuvent être détruites d'un coup. Oui, et pour conclure là-dessus, je te dirais que le lendemain du repêchage, je referai ma liste Ouais. en fonction de l'équipe qui les a choisis. Aussi, Oui, parce qu'il y a des endroits où tu connais la philosophie de l'équipe, où tu sais que le gars va être bloqué pour X, Y, Z raison. les blessures. Tu peux Ah. pas projeter les blessures. Non, ça, tu peux pas le projeter. Mais moi, je te dis que la seule chose que tu peux projeter rapidement après le repêchage, c'est l'équipe dans laquelle le gars est aussi. choisi. Mais tu sais, t'as un gars qui peut être tout le temps blessé, tu le repêches, il est plus blessé.
Puis l'autre et est jamais l'inverse. blessé, puis après, il redevient, puis il est tout le temps blessé. Ouais. Fait que, tu sais, C'est arrivé dans le passé. c'est pour ça que le repêchage, c'est compliqué. Ouais. Mais là, on tombe plus dans les impondérables. Oui, ben, Moi, mais c'est important, les impondérables. Oui, ben, je sais, mais on n'a pas de contrôle dessus. Ben, c'est c'est ça qu'on ça. appelle ça un impondérable. Tandis que voir qu'un gars a un jeu de pied qui est lent, qui peut lui nuire au niveau supérieur, ça, c'est une évaluation que tu peux faire sur le champ. Oui. Puis en même temps, tu vois, tu as des Gallagher, tu as tout le temps des gars qui glissent d'un crack. Ouais, de Gallagher, temps c'était en pas temps. le gars qui avait le plus gros jeu de pied. Puis Braden Point, c'est pas le gars qui était le plus mobile non plus. Ouais. Je vais pas rajouter de l'huile sur le feu ou de l'Hudson sur le processus, mais Hudson, justement, c'était difficile à projeter avec son jeu de pied. Ouais. Tu sais, il était pas super bon de reculons, mais latéralement, il était incroyable. Fait que- Mais finalement, lui, il a dit que c'était une technique. Fait que, écoute, Ah ouais. c'est une technique à lui d'aller en patin avant sur les replis. Ok. Mais bon, on se mélangera pas plus, s'il te plaît. Mais tu sais, c'est intéressant, Ouais. mais ça montre aussi la complexité du repêchage. Ouais. Puis 2025, ça va être complexe à évaluer. On va commencer à en parler de plus en plus au fil que la saison augmente. Pas augmente, mais se poursuit. Puis, vous allez voir, là, je suis tout mélangé. Mais tu sais, juste pour appuyer ton propos, tu sais, maintenant, les repêchages sont à peu près 40 à table, puis tout le monde s'ostine. Ouais. Fait que t'imagines, la projection est différente pour les 50 à table. Là. Fait que Ouais, c'est pour ça que, c'est quoi, trop de cuisiniers gâchent la sauce? trop de chefs, pas assez de cuisiniers. C'est ça. Trust the process. Trust the process. Bon, ben Simon, dans ton analyse des équipes, évidemment, tu sais, quand je t'ai demandé de faire la comparaison en début d'émission entre les Blue Jackets et le Canadien, c'est parce qu'on sait que les Blue Jackets vont être c'est quand on va être rendu en avril. Probablement avril-mai. Fait que ça a le temps de changer, tu sais. Tandis que là, c'est la raison pour laquelle tu commençais avec les clubs champions, ou les bons clubs, disons. Et on est rendu, là, et encore début de saison, les Bruins de Boston, qui ont eu une autre bonne saison l'an dernier. Où en sont-ils et où en seront-ils? Oui, les Bruins, c'est bien malin celui qui peut prédire qu'est-ce que les Bruins vont faire. Ça fait des années qu'on prédit leur chute au classement et il y a 2 ans, ils ont établi un record pour le nombre de points dans l'histoire de la Ligue. Et j'ai aimé leur été, paradoxalement. Ouais. Cet été, j'ai dit bon. Là, c'est parti plus lentement. Ouais. Mais tu vois, il y a des joueurs quand même clés là, qui sont sous contrat pour très longtemps. Pasternak 2031, Elias Lindholm 2031, McAvoy, Hampus Lindholm, Nikita Zadorum 2030 et le gardien de but Jeremy Swayman 2032. Ouais. Donc, il y a un noyau qui est pas vieux et qui est encore sous contrat pendant un bon bout de temps. Brendan Carlo 2027. Le seul gros agent libre là, qui à l'horizon, c'est Brad Marchand, 36 ans à la fin de l'année. 36 ans. là. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il Il va n'est pas faire éternel. là. Est-ce qu'il va faire comme Patrice Bergeron? Il va signer peut-être des contrats Ouais. d'1 an à moindre coût. C'est possible. J'imagine mal Marchand aller terminer sa carrière ailleurs. Et Swayman, depuis qu'il a signé son contrat, ça va un petit peu moins bien cette année, au moment où on enregistre 0.888 de moyenne d'efficacité. Mais on est très tôt dans la saison. Bon, qu'est-ce qui s'en vient chez les Bruins? Les Bruins ont toujours le don de nous sortir des lapins du chapeau. Alors, tu regardes les espoirs des Bruins et souvent, tu vas hausser les épaules, tu vas faire la moue, tu vas faire une face. Puis là, ils vont te sortir un gars comme Justin Brazeau, qui a été signé pour un contrat de la Ligue américaine en 2021, qui fait partie de l'équipe. Mason Lowry, 58e choix en 2020. Cole Koepka, qui a été choisi par Tampa, 183e, qu'on est allé chercher. Et ce sont des joueurs qui, en ce moment, sont réguliers avec les Bruins de Boston. Est-ce qu'on leur donne la potion magique en arrivant à Boston? Parce que leur choix repêchage, j'ai pas Non. le Mais Klondike. je là. sais pas, on dirait que c'est une des seules équipes qui a une identité depuis des lunes. Et un joueur qui rentre là-dedans, il adhère à l'identité de l'équipe, puis le jello prend. Mais c'est plus les Big Bad Bruins, là. C'est Non. le travail. Ben, ça fait longtemps qu'ils sont comme ça. Ouais. Puis, Travail. avec quand même des joueurs de talent, comme Bien sûr. le fameux trio Pasternak, Marchand, Bergeron, et à la défense, des gars comme McAvoy qui sont pas piqués des verres, mais leurs joueurs de soutien sont probablement les plus travaillants de la Ligue. Bon. Qu'est-ce qui s'en vient? Mathieu Poitras, on vient de le retourner aux mineurs à Providence. C'est sûr qu'il a été blessé au camp, il est un petit peu en retard, mais il en a arraché offensivement dans le sens que moi, au début de l'année, j'ai pas vu le Poitras aussi créatif que l'an dernier.
Je ne l'ai pas trouvé aussi créatif qu'en dernier. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée à 20 ans de le renvoyer dans la AHL qui reprenne confiance. Je pense pas que nécessairement ça soit un joueur de premier trio, mais c'est un gars qui pourrait se faire une niche dans le milieu de l'alignement, là, un 17 minutes par match. Alors, sans être un joueur qui me renverse, c'est un joueur que j'aime bien. Bon, un espoir qui a régressé à date cette année, même si la saison est jeune, Fabien Lysell. Y a-tu déjà progressé, lui? Ben, il est arrivé dans la Ligue américaine à 19 ans, après avoir été choisi 21e en 2021. Il a quand même bien joué. L'année passée, il a eu une bonne saison. Et là, à 21 ans, on l'amène à sa 3e saison. Puis là, on dirait qu'il a plafonné. Il a un but en 11 matchs. À un moment donné, il va falloir que les Bruins, puis je sais que c'est un petit peu la poule et l'œuf, à un moment donné, il va falloir que les Bruins peut-être lui donnent une chance dans la LNH parce que j'aime pas laisser les attaquants moisir dans la Ligue américaine trop longtemps parce qu'ils risquent de devenir des attaquants de la Ligue américaine. Ça a été quoi sa bonne saison là, l'an dernier? Là? Il y a eu des bonnes stats, gardons. Moi, Lysell, il me semble que... Puis justement, il arrive dans la Ligue américaine à 19 ans. À 20 ans, tu veux quand même le voir un petit peu dans la Ligue nationale. Bien, j'ai été surpris que les Bruins ne le rappellent pas parce que, écoute, il y a quand même l'année passée 50 points en 56 matchs. Oui. Tu sais, c'est bon pour un joueur de 20 ans dans la Ligue américaine. Mais tu vois, après-midi au téléphone, tu me parlais des joueurs de 4A. Trop fort pour la Ligue américaine, pas assez fort pour la Ligue nationale. Je peux pas encore l'étiqueter 4A. Okay. Peut-être ça va venir, mais je peux pas l'étiqueter 4A. Et le dernier sport dont on va parler, parce que comme je vous dis, il n'y en a pas beaucoup d'autres, à part les lapins qui vont peut-être sortir du chapeau dans quelques années. Dean Letourneau, choisi 25e, un géant de 6 pieds 7, 6 pieds 8, qui est à Boston College. 8 matchs, 2 points. Moi, Letourneau, j'y crois pas. Repêché que le choix d'Ottawa pour Linus Ullmark. Oui, moi, j'y crois pas à Dean Letourneau. Je pense que oui, il y a un physique hors de l'ordinaire pour un joueur de hockey. Je pense qu'on est souvent à la recherche du prochain Zdeno Chara ou enfin Dustin Byfuglien, ce genre de joueur-là. Et Letourneau, il jouait dans un calibre très faible l'année passée. Je ne pense pas que s'il avait joué junior majeur, qu'il aurait été repêché aussi haut. Lui, on a fait une vraie projection avec lui, toute une. Et alors moi, je n'y crois pas. Pour moi, c'est un joueur avec un plafond de 4e trio. Mais avec le noyau en place... les Bruins ne sont pas cuits. Non. Mais là, peut-être que faut les aider. Parce que c'est un noyau qui arrive quand même dans la fin vingtaine. Et c'est le moment, là. Ben, vois-tu, Letourneau, Lysell, pour moi, ça serait des monnaies d'échange. Avant qu'ils perdent trop de leur valeur. Ouais. Déjà, Lysell en perd peut-être un peu. Mais Letourneau, il a encore une certaine valeur. Ça, c'est un gars, moi... Si je pouvais aller me chercher un joueur pour compléter l'équipe, comme tu dis, demain matin, je le donne. Parce que, tu sais, Pag parlait de quand est-ce que vous allez nous le dire que le Canadien va être prêt. Puis là, les Bruins ne reconstruisaient pas. Sauf que j'ai l'impression que dans le cas des Bruins, en ce moment, avec le noyau qu'ils ont, c'est le temps là, de mettre les billes, là. Ben oui, Marchand, 36 ans, là. Ouais. C'est pas éternel, là. Puis même que Pasternak, McAvoy, ils arrivent dans leurs grosses années, là. Oui. C'est pas le temps d'attendre que les jeunes arrivent, là. Les Bruins, c'est pas le temps de reconstruire. Mais vous pensez pas que c'est déjà passé, la fenêtre? Peut-être. Oui, mais regarde ceux qui nomment, là, l'âge, là. Pasternak, McAvoy... les deux Lindholm, Brendan Carlo, Jeremy Swayman. Ils n'ont pas 30 ans, ces gars-là. Là. Moi, personnellement, j'y crois pas. Si tu me disais que les Bruins gagnent une coupe cette année dans les 5 prochaines années, je tomberais en bas de ma chaise. Okay. Mais ils sont un petit peu pris entre... Ils peuvent pas faire une reconstruction, mais en même temps, est-ce qu'ils peuvent vraiment espérer à la coupe? Eux autres sont vraiment... Là, on est vraiment là, dans le type d'équipe là, qui peuvent gagner une ronde, éliminer en deuxième ronde, peut-être faire un carré d'as, mais je vois pas la Coupe à Boston dans les 5 prochaines années. Écoute, s'il y avait plus d'espoir, là, tu tentes le grand coup, tu vas chercher un Crosby de ce monde, ou un gars, une star vieillissante pour te dire, bon, ben là, les 2 prochaines années, let's go. Ça se peut que ça arrive. Mike Madison. Quoi? Mike Madison. Ouais, là, c'est pas une grande star, là. Non, mais quand même, tu sais, qui va les aider à gagner. Trust the process. Trust the process. On y va avec nos 3 questions de la semaine. Et là, j'essaie d'analyser la psychologie derrière le nom de notre auditeur, Sid Chili. Il n'y a peut-être pas de lien à faire, mais bon. Vous dites, en prenant exemple sur Jamie Drysdale, que les joueurs avec le pedigree de premier choix éblouissent souvent les DG et ont plusieurs chances que d'autres n'auraient pas
n'étant pas des choix de premier tour ou des hauts choix de premier tour. Sid, merci de nous écouter. D'ailleurs, tu nous as écouté récemment encore. C'est très inquiétant en voyant la façon dont Hughes semble vouloir reconstruire l'équipe avec des Newhook, Dak et Barron. Serait-il tombé dans le piège? Bon, c'est intéressant comme question parce que lorsque je parlais des joueurs qui avaient un bon pedigree et qui avaient 9 vies, je parlais à un moment donné où si les joueurs atteignent 23, 24, 25 ans, ils ont déjà été échangés une fois, 2 fois, et on continue de leur offrir des contrats et de les signer. Dans le cas de la stratégie de Kent Hughes, les 3 joueurs que Sid mentionne ont été échangés pour la première fois. Et à début vingtaine, là, 20 ou 21 ans. Là, est-ce qu'évidemment, il y a un piège, entre guillemets? Oui, il y a toujours un peu un piège, parce que lorsque des équipes se débarrassent, si on peut dire, de joueurs comme ça, sans nécessairement aller chercher... Tu sais, si Colorado, je ne sais pas, moi, avait échangé Newhook pour aller chercher une pièce maîtresse qui, à la date limite des transactions, pour aller gagner la Coupe. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont obtenu un 31e et un 37e choix. Bon. Donc, on échange un gars de 20, 21 ans pour aller chercher 2 choix assez lointains. Puis tu sais, Barron, là, Arturi Lekonen, là, il avait compté un beau but qui t'a fait plaisir en série, qui a fait plaisir aux partisans. Mais Lekonen, le monde a chialé dessus pour la majorité de sa carrière à Montréal. T'as un choix de 2, puis Barron, là, tu viens pas d'échanger Nick Suzuki à l'Avalanche non plus. Là. Non. Et Kirby Dach, ben, écoute, on a fait le choix. Les blessures n'ont pas aidé. On a fait le choix entre Romanov et Dach, finalement. Oui. Moi, Romanov, c'était pas un de mes préférés. Alors, j'étais d'accord avec l'échange, sauf que plutôt que d'aller chercher Dach, moi, j'aurais peut-être gardé le 13e choix. Puis aller chercher Oslund. Quoi qu'il y a de la misère dans la Ligue américaine, hein, oui, au début de l'année. Oui, mais ça, c'est toi, ça, Oslund, c'est pas moi. Ouais. Bon. Alors, non, je comprends la question de Sid. Oui, il y a un certain... Ben, je dirais pas un risque, parce que le Canadien n'a pas donné des millions là, pour ces gars-là. Il n'y a aucune garantie que ces gars-là vont réussir, puisqu'ils ont été abandonnés rapidement par les équipes qui les ont empêchés. Mais en même temps, ils ne sont pas rentrés dans le cycle carrément d'en être à leur 3e, 4e, 5e équipe. Ouais. Bon, ceci étant dit, est-ce que je crois encore en Barron? Non. Est-ce que je vois Newhook plus qu'un joueur de 3e trio? Non. Doc, on va attendre un peu pour se prononcer. Bon. Simon-Pierre Thibault. Salut, Simon. Bon, salut quand même, Simon-Pierre. Selon toi, vaut-il mieux bâtir son équipe avec quelle position? Un gros allié, un centre numéro 1, un défenseur étoile ou un gardien de but? Je pense qu'on peut tout de suite rayer gardien de but. Oui, on va rayer gardien de but. Selon tes théories. On va rayer un gros allié aussi. Ouais. Alors moi, ça se fait entre le centre numéro 1 et le défenseur étoile. Je pense que ça dépend toujours qu'est-ce qu'on entend de centre numéro 1. Est-ce qu'on parle de McKinnon et McDavid? Et défenseur étoile, j'imagine qu'on parle d'un Cale Makar. Personnellement, là, à moins que le centre numéro 1 soit exceptionnel, générationnel à la McDavid, je prône l'idée du défenseur étoile pour commencer une équipe. On est d'accord. Écoute, moi, j'avais, comme tu sais, Edmund en 2009. Oui. Quinn Hughes, je l'avais très haut, même si c'était pas un gros gabarit. J'avais Seth Jones, je dois l'avouer. Seth Jones, premier, tu le voyais devant McKinnon. Regarde, il est bon, peut se tromper. Mais c'est sûr. Mais moi, j'ai tout le temps été un défenseur. Ouais. Même si Simon Pierre ne me l'a pas demandé, mais je réponds quand même. Bon, mais Frank, je me rappelle que le Snake n'était pas trop chaud à l'égard de Marco Rossi lors du repêchage de 2020, dû à sa petite stature. Puis je me rappelle, tu m'avais dit, il y a combien de centres de 5 et 9 qui dominent dans la Ligue nationale? Oui. A-t-il changé d'idée? J'aime bien son début de saison, en plus qu'il agit en tant que premier centre du Wild pour le moment. OK. Je dois dire que Rossi est meilleur que ce que je pensais. OK. Est-ce que j'ai changé d'idée? Ben, ça dépend des séries aussi, non? Oui, c'est que là, c'est la première fois que Rossi vraiment s'établit et tout. Il est le premier centre d'une équipe qui est bonne, mais c'est un petit peu par défaut. Je pense pas que Rossi serait un premier centre dans beaucoup d'équipes prétendantes à la Coupe. Comme à Montréal. Comme à Montréal. Il ne serait pas premier devant Suzuki, là. Non. Qui est un centre numéro 1. Non. Okay. Mais il serait pas avant Suzuki, ça c'est sûr. Alors moi, j'ai souvent soulevé l'idée, on n'a pas... Tu sais, on parlait que Lehnotzen était un joueur particulier, qu'on n'avait jamais vraiment vu. Ouais.
Ben, moi, des centres de 5 pieds 9 qui dominent, j'en ai jamais vu. Alors, c'est pour ça que... Jamais, c'est dur à croire. Dominer. Non? Non, on avait cherché à l'époque. Parce qu'on parlait de Connor Bedard qui mesurait 5 pieds 9. Puis on se demandait s'il serait pas mieux à l'aile. Il est-tu encore 5 pieds 9? 5'9", 5'10". Braden Point est 5 et 10? Oui. Ah, mais tu sais, y a-tu Ouais, une si grande différence je sais, entre et 9 et 10? Je le sais, mais à un moment donné, faut tirer la ligne. Ouais. Faut tirer la ligne. Et puis, Rossi, écoute... Tu mets des grosses semelles, puis il est 5 et 10, là. dans les patins, oui. Il y en a qui font ça. Mais non, Rossi, je pense qu'il est meilleur que ce que je croyais. Mais si j'étais confronté à un autre Marco Rossi dans le junior, au moment du repêchage, ouais, peut-être que ça me ferait réfléchir un petit peu plus. Bon, tu vois, après toutes ces décennies-là, tu réfléchis encore. Ben, c'est parce qu'à un même- moment donné, c'est parce que ça prend des... Il y a un nouveau type de joueur tout le temps Oui, qui arrive. puis ça là. prend des données. Ça, Ouais. Comme on dit, ça... Tu sais, on n'a pas de données. Ouais. Fait que là, Rossi, OK, il y a Bédard. Là, on va voir comment Rossi-Bédard se débrouille. Parce que là, dans le repêchage qui s'en vient, il y en a des petits centres, là, mais qui vont être choisis plus loin. Il y en a un, Cameron Schmidt, là, très productif, mais il est tout petit. Alors, on verra. À Washington, là, Crystal, c'est-tu un centre ou un allié? Je me rappelle plus. Moi, je pense que c'est un ailier. Ok, il est pas grand, Archie lui. Chopin, lui, il est pas grand, il est pas gros. Mais lui, le problème, Produit, c'est lui. que, contrairement à Rossi et à Bédard, c'est un petit joueur qui ne patine pas vite. Fait qu'il n'y a et pas ça, un c'est gros dangereux. mouvement des pieds? Non, il est pas vite du tout. OK. C'est pas un patineur Fait que rapide. ça va être difficile? Ça va être très difficile. Ah oui? Ah, Ouais. OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont emballés par lui en ce Ah, il moment. est très habile. Ouais. Il est très habile, mais pour moi, petit joueur qui patine pas vite, c'est rare que ça fonctionne. Ribeiro était-il un petit joueur qui patinait pas vite? Ribeiro traînait pas son piano. OK. OK, et Ribeiro également avait des mains Ah. absolument exceptionnelles. Pour moi, dans les années 90, c'est peut-être un des 10 joueurs les plus talentueux que j'ai vus. Là. Talent brut, je te Ouais. parle. Est-ce qu'il y avait des mains comparables à celles de Pag sur la console? Parce que ça, c'est comme... C'est notre Mozart. Oui. Et c'est ma façon à moi de conclure cet épisode. Pierre-Alexandre Girard, merci. Merci, les gars. Simon Snake Boisvert, merci beaucoup. Salut, Mathias.